Donc très rapidement, les points importants à prendre en compte pour héberger, on va employer ce terme, une activité dans des conditions convenables permettant de répondre, aux critères normatifs ou réglementaires qui sont maintenant internationalisés. Alors dans la base de tout ça, petit sommaire, on va revenir sur les définitions de base parce qu'elles semblent évidentes à tous mais on les oublie très souvent. Faire un petit passage rapide sur l'ensemble des réglementations, les standards, les normes, qu'est-ce que c'est, on confond un peu tout en général. Et puis ensuite rentrer sur, les points qui sont en tout cas des points préliminaires à tout projet de conception d'une unité, que ce soit du revamping, que ce soit de la mise à niveau ou que ce soit du projet Greenfield. Alors déjà, quelques définitions qu'il faut mémoriser et garder à présent à l'esprit parce que c'est évident. C'est que nos activités ont pour objectif d'élaborer, de préparer, conditionner des produits destinés à l'alimentation humaine, premier point. Deuxième point, la sécurité des denrées alimentaires, elle répond à une définition maintenant internationale. C'est une denrée alimentaire qui est préparée et ingérée selon l'usage prévu, ne causera pas de dommages au consommateur final. Point. Et puis la chaîne alimentaire, qui est le terme qu'on va retrouver et qui va être utilisé, c'est effectivement le séquençage et la totalité des opérations de la production jusqu'à la remise au consommateur. Donc ça intègre tout, y compris la chaîne logistique qui ne dépend pas toujours de l'industriel. Principe de base, ces principes ils s'appliquent à tous. Donc les industriels sont en charge de les prendre en compte et de les respecter, mais aussi nous qui sommes des ingénieristes et des architectes et des maîtres d'œuvre, et puis bien entendu tous les bureaux d'études spécialisés qui interviennent dans les logiques de process, que ce soit du process de prod, que ce soit des équipements de conditionnement ou autres. Alors quelques évidences qu'on mélange parfois allègrement. Une réglementation, c'est la plupart du temps quelque chose qui est adopté par une autorité. Donc c'est tout ce qui est du domaine de la loi et de la réglementation. Une norme, c'est un document qui est établi par un groupe de professionnels et un organisme reconnu. Et c'est quelque chose qui est établi par consensus. Donc c'est pas quelque chose qui est obligatoire puisque c'est un processus volontaire d'adhésion. Et un standard, c'est un ensemble de recommandations qui, la plupart du temps, est préconisé par un groupe, qui peut être un groupe d'utilisateurs, un groupe de consommateurs, et puis bien sûr, dans le domaine de l'agro, bien souvent, les grands groupes de distribution qui sont les premiers à avoir créé des standards. Un commentaire là-dessus, on peut très bien produire, un industriel agroalimentaire marocain peut très bien produire un produit conforme à la réglementation marocaine, et il veut l'exporter, et il se trouve bloqué face à des frontières non douanières. Ce n'est pas forcément des droits de douane, mais c'est interdit de rentrer dans tel pays parce qu'il n'est pas conforme ou à la réglementation locale, ou à la norme internationale, ou à la norme appliquée dans le pays. Donc c'est là l'importance justement de la différenciation entre une réglementation qui est souvent dans un pays ou dans un ensemble de pays, comme les directives européennes ou réglementations européennes, et des normes qu'on applique et qui peuvent être ou internationales ou locales, mais on est obligé effectivement de vérifier que mon produit va pouvoir être exporté à un pays et pour qu'il puisse rentrer, il faut qu'il soit conforme à cette norme locale. Donc en résumé, gardez présent à l'esprit ces trois nuances. La réglementation, c'est une obligation, elle est le plus souvent d'ordre national. La norme, c'est une démarche volontaire. Elle est la plupart du temps consolidée en termes de rédaction par un organisme reconnu. Vous avez l'IMANOR au Maroc, mais tout ça fait partie de tous les organismes qui ont adopté la participation à l'ISO. Il y en a 167 aujourd'hui dans le monde. Et puis un standard, c'est plus souvent quelque chose qui va être proposé par un groupe d'utilisateurs. Et comme en anglais, norme, c'est standard, mot pour mot, d'où la confusion qu'on fait souvent dans nos métiers.
Bon, les bonnes pratiques de fabrication, c'est pas un vain mot. C'est quelque chose qui vient au départ de l'américain, qui a été établi au départ par l'industrie pharmaceutique et qui repose sur des principes et deux axes principaux, des grands principes, les 10 grands principes, les 5 et les 5e. Alors les 10 grands principes, tout le monde les a à peu près en mémoire. C'est écrire ce qu'on va faire, suivre ce qu'on a écrit, renseigner le travail qu'on fait, prouver que ce que les systèmes font, ce pourquoi ils ont été conçus, ce qui est quand même important, intégrer les procédés, effectuer la maintenance totale des équipements et des bâtiments, développer et démontrer les compétences aussi des opérateurs au poste de travail, protéger les produits contre la contamination, contre les contaminations, construire la qualité et puis planifier et effectuer des contrôles. Tout ça, c'est une logique de boucle qui permet un processus d'amélioration continue. Les 5e, c'est un moyen mnémotechnique de se donner aussi un axe de travail. C'est matériel, méthode, main-d'œuvre, matière, milieu. Qu'est-ce que c'est que l'ISO ? L'ISO, c'est un gigantesque système international qui a été créé quand même il y a maintenant plus de 60 ans. Le but, c'est de manière volontaire et par consensus d'être partagé par tous pour qu'on ait un langage commun. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 19 500 normes. Alors ça peut paraître délirant, mais d'un autre côté, ça facilite un certain nombre de choses et d'échanges. Et c'est 167 pays adhérents, dont le Maroc. Le système qui intéresse les industriels de l'agro en premier, c'est le 22000, système ISO 22000. Et c'est celui qui traite essentiellement, notamment en termes de sécurité alimentaire, de la traçabilité, de l'optimisation de la satisfaction du client, de l'implication du personnel dans le processus d'amélioration, de l'implication également des fournisseurs et autres opérateurs, dont un certain nombre de sous-traitants et autres, et puis de l'identification des clauses de non-qualité pour pouvoir, toujours par un système de boucle, appliquer des corrections et améliorer les choses. Donc c'est en fait un processus de gestion de la satisfaction du client avec du contrôle, de la détection, du contrôle, de la correction et ensuite on retourne. En synthèse, il faut toujours pouvoir démontrer la maîtrise de tous les dangers liés à la sécurité des aliments, donc à tous les niveaux, qu'on parle en termes de contamination mais qu'on parle aussi en termes d'autres risques. Et puis l'ISO 22, elle dit très clairement, c'est écrit noir sur blanc, elle exige que tous les dangers raisonnablement prévisibles soient identifiés et évalués en utilisant la méthode de HACCP qui est développée et appuyée, pareil, à l'intérieur des entreprises de production par tous les consultants et tous les groupes qui ont travaillé là-dessus. La démarche, en fait, l'esprit de ces normes, c'est surtout responsabiliser les producteurs, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient dans la chaîne de la distribution, pour que, in fine, on protège justement le consommateur ou qu'on ait un consommateur satisfait. Et la problématique aujourd'hui, c'est que il ne suffit pas d'être certifié. La certification exige justement cette prise de conscience et cette responsabilité de dire je veux faire un produit de qualité pour protéger le fournisseur contre tout risque le client final, le consommateur, contre tout risque de contamination, pour qu'il revienne, pour qu'il continue à acheter mes produits. Donc autant ces normes commencent à en voir de plus en plus aujourd'hui chez des opérateurs économiques marocains, mais ça devient presque une contrainte pour eux parce que ça leur coûte plus cher, ça nécessite plus de contraintes. Et quand on est sur un marché où il existe encore du formalisme, ou comme disait M. Reita tout à l'heure, où on peut fabriquer de la crème glacée dans un garage, c'est difficile d'être compétitif face à ces gens-là. Et donc d'où l'importance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de la réglementation qui puisse surveiller justement ces gens-là, exiger que celui qui va produire et mettre sur le marché un produit alimentaire doit absolument répondre à un certain nombre d'exigences, réglementations, voire normes, pour que, in fine, on a un consommateur qui consomme des produits sains.
Donc l'HACCP, c'est une méthode pareille qui a été créée il y a bien longtemps. Au départ, ça a été une réflexion liée au fait qu'on allait envoyer des gens dans l'espace, qu'il fallait les nourrir et si possible ne pas les empoisonner pendant le premier vol parce que sinon ça risquait de mal se passer. Et donc tout ça a été développé et mis au point pour garantir ça. Donc cette méthode ayant fait ses preuves, elle a été adoptée et transposée dans le volet industriel. Le principe de fonctionnement et l'esprit, on va retrouver le même esprit. C'est un principe de contrôle, d'identification, de contrôle. Évidemment, qui dit contrôle dit aussi limite, donc de valeur, d'établir des valeurs, d'adapter un système de surveillance ad hoc, et puis ensuite d'établir forcément des corrections, de la prévention, éventuellement de la validation, et écarter éventuellement un lot qui aurait vraiment été accidentellement contaminé. Et puis d'identifier tous les dysfonctionnements pour les corriger à travers toute une gestion documentaire qui permet un processus d'amélioration continue. Autre chose très importante, c'est l'IFS Food. Alors l'IFS, on est typiquement sur le principe d'un standard, puisqu'en fait ça a été édicté par des utilisateurs. Et c'est les Américains qui voulaient pas trop empoisonner leurs clients, qui se sont groupés dans les grands distributeurs américains, se sont groupés pour créer cet agrément qui peut ressembler un peu au BRC, British Retail Consumer, et qui est un système d'évaluation et d'audit des unités de production agroalimentaire. Donc c'est très intéressant à utiliser, et là où c'est surtout intéressant à utiliser, c'est que où que vous soyez, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs, en tapant sur Internet l'IFS Food, vous pouvez télécharger l'ensemble de la dernière version de l'IFS avec tous les tableaux qui vous permettent de préparer, entre guillemets, un plan d'amélioration. Donc ça fonctionne avec classiquement un certain nombre de chapitres et pareil une logique d'amélioration ou en tout cas d'observation et de correction. Et puis ça permet de passer des audits, donc chaque chapitre est totalement détaillé. Et ensuite, selon les exigences, il y a un système de cotation par points, et il y a même un système de KO quand on est complètement hors jeu. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine de solliciter l'audit, puisqu'évidemment, ça se terminerait pas bien. Donc ça permet de le préparer, et ça permet surtout aussi de bien faire une première approche, avant même d'ailleurs de lancer un plan d'amélioration dans l'entreprise. Le système de notation, il est forcément très très discriminant, puisque le but c'est quand même de corriger. Donc le système est discriminant, et quand on est totalement conforme, ligne par ligne, on gagne 20 points. Quand on n'est pas totalement conforme, on n'en gagne que 15. Quand on respecte peu l'exigence, on dégringole à 5 points, et quand on fait un écart, on perd 20 points. Et si on n'est pas à 75 sur 100 en termes de cotation, on est recalé. Et les non-conformités majeures peuvent donner lieu encore à 15% de soustraction du nombre de points. Donc là, on est écarté et on ne rentre pas dans les clous de l'IFS. Donc tout ça permet de préparer des tas de choses et notamment de préparer des projets. Un projet, c'est pas quelque chose de négligeable, c'est un objectif de production qui va venir solliciter un environnement autour de ce process de production. Et cet environnement, c'est pas un hasard, c'est pas n'importe quoi. Et même si on a racheté ce bâtiment dont la vocation n'était pas faire de l'agro, si demain on va produire de l'agro, en fonction de ce qu'on va faire comme agro-industrie à l'intérieur de cet ouvrage, il va falloir apporter tout un certain nombre de corrections. Donc il y a tout un travail à faire. Bon, très rapidement, déterminer toutes les volumétries qui sont imposées par le process, et non pas se dire j'achète une machine comme ça, allez, j'ai besoin d'une salle de conditionnement qui va faire 4,50 m. Et puis après on se dit tiens, on a tout tiré à 4,50 m, mais finalement entre les éclairages, les gaines de traitement d'air et les machines, ça passe pas. Ou au contraire, on a un excédent de volume inutile et ça passe pas non plus. On a l'impression que c'est des choses évidentes, mais pas plus tard que ce matin, quelqu'un qui a un projet, je commence à poser les questions justement qui concernent ce qu'on appelle la définition du besoin.
Et il me dit, non, 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 vous inquiétez pas, j'ai déjà le bâtiment, l'électricité. Je dis, mais comment vous pouvez déjà avoir le bâtiment, l'électricité, si le process n'est pas encore défini, si on ne sait pas quels sont les volumes à traiter et quelles sont les surfaces nécessaires pour faire le projet. Donc souvent on commence à l'envers, on fait un bâtiment et on appelle l'électricité qui ramène un transfo de, pourquoi pas, 250 kVA. Et puis après on se rend compte que bah ouais, il fallait 630 ou il fallait 2 fois plus de surface ou 2 fois moins ou 1 mètre de plus de hauteur. Donc c'est extrêmement important de revenir à ce qu'on appelle la définition du besoin avant de faire quoi que ce soit. Et c'est là peut-être qu'on sera obligé de changer de terrain pour dire même le terrain que j'ai n'est pas adapté à mon application parce que les eaux usées que je veux générer quand je vais commencer à produire, bah, je ne peux pas les traiter parce que j'ai pas de station de traitement. Donc toutes ces contraintes-là doivent être prises en compte depuis le début pour que le projet réussisse. Également, dans ce qu'on appelle le besoin industriel, il y a tous les problèmes d'accessibilité, parce que quand on produit avec une machine, quelle qu'elle soit, ou avec plusieurs machines, quelles qu'elles soient, on se doit des règles d'accessibilité pour les opérateurs, en termes d'ergonomie, mais aussi pour toutes les opérations d'entretien et de maintenance. Bon, j'ai mis un petit nota, c'est que contrairement à ce qu'on pense, quand on en est là et qu'on est dans ces réflexions, il n'y a aucune spatialisation des locaux sur un plan, il n'y a aucun préjugé d'implantation. Les locaux ne sont que des numéros avec des surfaces. Et c'est une étape nécessaire avant de prendre un crayon et de faire rentrer en piste les architectes spécialisés. Ensuite, on définit un schéma d'opération unitaire dans lequel on a tout un tas de contraintes. Et ensuite, une fois qu'on marie toutes ces contraintes ou qu'au contraire, on isole bien les contraintes antagonistes, on peut faire un diagramme de flux. Et la conjugaison des schémas d'opération unitaires et des diagrammes de flux permettent d'organiser cette fois-là de manière spatiale, c'est-à-dire en plan, la conception cohérente et pertinente, optimisable et déjà optimisée de l'organisation des locaux de production. Alors dans les contraintes, vous en avez des quantités considérables et les principales sont ce qu'on appelle les contraintes géographiques, les contraintes de site, les contraintes réglementaires et les contraintes d'activité. Donc dans les choix environnementaux, vous avez des choix à faire, ça avait été déjà rappelé tout à l'heure en termes énergétiques. Vous avez des choix à faire aussi sur les fluides qui sont impactants sur le plan économique et sur le plan écologique. Vous avez des problèmes de maîtrise d'eau. Même si à l'instant T elle est peu chère et abondante, ça ne sera peut-être pas tout le temps le cas. Surtout qu'on est dans un pays sous stress hydrique. Ouais. Et puis bien évidemment toute la maîtrise du conditionnement, c'est-à-dire en fait de la partie matière d'emballage, puisque là c'est pareil, on sait très bien que dans nos métiers de l'agro, le condi coûte une fortune, puisque vous avez certains produits à forte valeur ajoutée la plupart du temps et assez marketés, où la valeur de l'emballage in fine dans le rayon du supermarché est quasiment la même chose que la valeur de matières premières à l'intérieur. Vous avez à prendre en compte, effectivement, on l'a vu très rapidement, toute cette optimisation sur les consommables qui représentent dans le bilan d'activité un poste de dépense très très important. Vous avez également à impliquer vos fournisseurs parce qu'il va falloir peut-être avoir une vraie logique d'achat qui est pas d'acheter uniquement un prix, mais d'acheter un rapport qualité-prix du service, évidemment en termes de maintenance et autres. Il en va de même pour les fournisseurs d'équipements, pour les fournisseurs d'ingrédients, pour les gens qui vous vendent des produits d'hygiène, parce que c'est pareil, on en consomme bien souvent dans énormément d'industries, on en consomme avec des taux de surconsommation extrêmement importants, et parce qu'on n'a pas forcément prévu au départ d'avoir des systèmes centralisés de préparation de solutions de lavage et ensuite d'avoir une distribution assez pertinente de manière à ne pas gaspiller d'eau. Il en va de même pour les opérateurs externes et notamment, très très important, sur la partie logistique, puisque par exemple dans un certain nombre de produits frais, vous êtes en tant qu'industriel responsable
de votre sous-traitant de logistique ou de votre logistique interne, mais en tout cas, même si elle est sous-traitée ou traitée à un prestataire externe, vous êtes responsable de ce qu'il fait, notamment sur les produits frais, quand il ne respecte pas la chaîne du froid. En clair, pour faire simple, on livre 24 tonnes de yaourt qui ont été dégradés. Et ben les gens qu'on va indisposer, voire, je dis pas empoisonner, mais en tout cas fortement indisposés, ils n'ont pas besoin de se retourner contre le transporteur, ils vont pas chercher à comprendre, ils peuvent se retourner contre Danone, Nestlé, Yoplait et autres fournisseurs chez qui ils ont acheté leur 4 ou leur 8 yaourts. Au niveau de la performance industrielle, il faut la maîtriser, la contrôler et l'optimiser. Ne pas oublier qu'actuellement, on a mis une petite vignette, malheureusement, globalement, à peu près 40% des décisions sont prises souvent sur des bases de données qui sont incohérentes ou erronées, et que donc c'est un coût. Et puis bien évidemment, il faut mesurer notre performance industrielle, c'est-à-dire mesurer nos rendements, mesurer bien évidemment nos coûts de revient, nos taux réels de fonctionnement d'équipement, et puis mesurer également les coûts de non-qualité, qu'elles soient internes ou externes. Et puis si on veut corriger tout ça, la logique c'est de comprendre l'origine des problèmes pour pouvoir les corriger. D'où la traçabilité et des systèmes de surveillance qui donnent réellement des informations claires. Et on revient un tout petit peu à toutes les normes que Yannick avait définies au début, qui sont ISO 22000 ou tout ce qui est HACCP, IFS, etc., qui sont des processus de suivi de production et qui vont nous permettre systématiquement de mesurer ce qu'on a fait, le comparer par rapport à ce qu'on a prévu de faire et corriger les écarts. Et plus on corrige ces écarts, plus on mesure, plus on va améliorer sa performance et éviter les gâchis, justement. En clair et en résumé, il faut être capable d'intégrer beaucoup d'informations, puisqu'on est dans un monde qui bouge tous les jours, et c'est une quantité d'informations extrêmement importante. Et donc, en retour, c'est pas uniquement collecter de l'information pour remplir une gestion documentaire dont personne n'a besoin si elle n'est pas utile, si elle n'est pas exploitée en tout cas. En retour, c'est se servir de toutes ces informations et d'avoir une réactivité qui permette d'être capable de faire évoluer sans échec ou avec un taux d'aléa, en tout cas extrêmement réduit, de faire évaluer son process de production, quel que soit le domaine d'activité de production. Je vous remercie.